Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des mécanismes les plus fascinants et honnêtement les plus débattus de la macroéconomie, la relance budgétaire. Alors pour bien comprendre, imaginez l'économie mondiale comme une immense machine, une sorte de moteur ultra complexe. La plupart du temps, il tourne tout seul, mais de temps en temps, boum, un choc ou une crise frappe, le moteur s'enraye, tout saute et menace carrément de caler. Et c'est précisément là qu'on a besoin d'un coup de pouce délibéré, d'une étincelle de l'extérieur pour faire redémarrer la machine. C'est ça le concept de la relance. C'est une idée qui a littéralement redéfini la façon dont l'État interagit avec le marché. Alors, comment on va aborder tout ça aujourd'hui? Très simple. On va d'abord décortiquer la mécanique de ce fameux moteur. Ensuite, on regardera le bilan historique pour voir si ça a vraiment marché. On se penchera sur les inévitables pannes mécaniques et on finira par les limitations de vitesse très strictes qu'on nous impose aujourd'hui en Europe. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, comprendre comment l'État intervient et joue avec son déficit. Pour bien piger, il faut faire un petit saut dans le temps, dans les années 30. En pleine Grande Dépression, John Maynard Keynes débarque avec une idée révolutionnaire. Il démontre que non, le marché ne s'autorégule pas toujours comme par magie, l'économie peut totalement s'embourber, et le plein emploi n'est pas un état naturel garanti. Bref, l'État doit impérativement mettre les mains dans le cambouis. Et dans cette logique, il faut complètement changer notre vision des finances publiques. C'est un point crucial. Le déficit budgétaire, c'est pas un bug, c'est pas une preuve de mauvaise gestion, c'est un outil délibéré, c'est le carburant qu'on injecte pour stabiliser les choses. Quand vous et moi, on arrête de consommer, l'État s'endette volontairement pour dépenser à notre place ou bêcher les impôts. Le but, relancer directement la machine. Et concrètement, ça se passe comment? C'est une vraie réaction en chaîne. Imaginez, l'État lance la construction d'un immense pont. Les entreprises du BTP décrochent le contrat, elles payent leurs fournisseurs, elles payent leurs ouvriers. Ces ouvriers, ils ont un meilleur pouvoir d'achat, donc ils vont au resto, ils s'achètent des vêtements. Résultat, face à cette nouvelle demande, les entreprises de tous les secteurs se disent « Waouh, il faut qu'on produise plus », donc elles investissent et elles embauchent. C'est un cercle super vertueux. Ce qui nous amène au concept phare formulé en 1936, le multiplicateur keynésien. Ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. L'idée est géniale. Quand l'État dépense 1 euro, ça ne crée pas juste 1 euro de richesse au final. L'effet est bien plus grand. Parce que l'argent circule de main en main. L'ouvrier paye le boulanger paye le garagiste. Cette cascade de dépenses fait un effet boule de neige qui amplifie considérablement le petit coup de pouce initial de l'État. Mais attendez, la dynamique est encore dopée par un autre phénomène ultra puissant, l'accélérateur d'investissement. C'est le grand effet accélérateur de la demande et il faut absolument le comprendre. Si la consommation des ménages augmente un peu, les usines doivent suivre. Et pour produire juste un peu plus, une usine va devoir acheter de nouvelles machines extrêmement chères. Donc une petite hausse de la consommation déclenche des investissements massifs. Bon, petite précision des sources quand même, ça ne marche à fond que si les machines existantes tournent déjà à quasiment 100% de leur capacité. S'il y a des machines qui prennent la poussière dans un coin, l'entreprise va juste les rallumer sans rien investir de nouveau. Logique. Bon, la théorie, c'est fascinant, mais passons à la deuxième partie. Qu'est-ce que ça donne dans le monde réel? Eh bien, historiquement, ce moteur a prouvé qu'il pouvait gagner des courses. Prenez les années 30, le New Deal aux États-Unis, avec ses chantiers titanesques, a redonné du souffle à une économie à l'agonie. Ensuite, fin des années 40, regardez le plan Marshall. C'est un exemple frappant d'un gigantesque multiplicateur, mais venu de l'extérieur. Les États-Unis ont injecté environ 13 milliards de dollars pour reconstruire l'Europe. Ça a littéralement catalysé une croissance à 2 chiffres dans plusieurs pays. Et plus récemment, face au Covid, les plans de relance massifs ont tout simplement évité l'effondrement mondial. Et ça illustre parfaitement que ces politiques de relance budgétaire sont toujours d'actualité et peuvent être de vrais succès. Regardez le plan France Relance. 100 milliards d'euros sur la table. L'objectif, c'était pas juste de mettre des pansements, c'était de stimuler la croissance, de soutenir l'emploi, tout en finançant la transition écologique et le numérique. Et les chiffres sont là. Selon les évaluations, ça a permis de créer ou de maintenir plus de 100 000 emplois juste sur l'année 2022. C'est le multiplicateur en action au XXIe siècle. Mais, et c'est là qu'on arrive à notre troisième partie, il faut redescendre sur Terre. Parfois, la mécanique s'enraye. Voyons où le multiplicateur s'effondre. Parce que oui, le moteur n'est pas infaillible. Comme le disait très bien l'économiste Paul Samuelson, le diable est dans les détails. Et dans notre cas, ce diable, ce sont ce qu'on appelle des fuites. L'argent que l'État injecte avec tant d'efforts ne reste pas toujours gentiment dans notre circuit économique national. Alors là, on va vraiment prendre le temps de développer ces 4 limites majeures, parce que c'est le cœur du problème. Première panne possible, l'épargne. C'est la théorie des anticipations rationnelles de Robert Lucas. Si l'État sort le chéquier aujourd'hui, les gens se disent « Ouh là là, ils vont augmenter nos impôts demain pour rembourser tout ça ». Résultat, au lieu de dépenser leur nouvel argent, ils l'épargnent. Et là, paf, aucun résultat. Le multiplicateur est totalement neutralisé. Deuxième limite énorme, les importations. Keynes pensait dans un monde plutôt fermé.
Mais aujourd'hui, si l'État donne du pouvoir d'achat, les gens vont acheter des smartphones ou des télés fabriqués à l'autre bout du monde. La hausse de la demande part à l'étranger. L'industrie locale ne gagne rien. C'est d'ailleurs exactement le mur qu'a pris la relance française en 1981. Troisièmement, le risque d'inflation. Si on booste la demande, mais que les usines n'arrivent pas à suivre la cadence, qu'est-ce qui se passe? Les prix s'envolent, tout simplement. Et enfin, le fameux effet d'éviction. Pour trouver l'argent de sa relance, l'État emprunte massivement. Ça aspire tout le capital disponible sur les marchés, ce qui fait grimper les taux d'intérêt pour tout le monde. Les entreprises privées se retrouvent étouffées et ne peuvent plus emprunter pour investir. Face à toutes ces critiques disant que son modèle ignorait les conséquences futures de la dette, Keynes avait une réplique devenue légendaire. À long terme, nous serons tous morts. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a une urgence sociale face à la crise. On ne peut pas juste croiser les bras et attendre un retour hypothétique à l'équilibre pendant que l'économie brûle. Le petit souci, c'est que ce fameux long terme finit toujours par frapper à la porte. Et c'est là qu'on voit apparaître l'effet boule de neige. Un déficit exceptionnel pour éteindre un incendie, d'accord, mais des déficits constants, ça fait exploser la dette. Si les intérêts de cette dette se mettent à grossir plus vite que la croissance du pays, mathématiquement, on va dans le mur. Ce risque de la dette nous fait basculer dans notre quatrième et dernière partie, la réalité d'aujourd'hui, avec le pacte de stabilité et de croissance européen. Parce que oui, le modèle keynésien traditionnel, il n'est absolument plus adapté aux règles actuelles, celles fixées à la base par le traité de Maastricht. Aujourd'hui, on a mis des limitations de vitesse ultra strictes au moteur. La première, vous la connaissez sûrement, elle est implacable. Pas le droit de dépasser les 3% de déficit public par rapport au PIB. C'est une barrière directe pour empêcher les États de faire tourner la planche à billets de manière isolée. Mais c'est pas fini, il y a une deuxième règle, la dette publique globale. Elle ne doit pas franchir la barre des 60% du PIB. L'idée derrière tout ça, c'est la coordination. Comme on partage la même monnaie, l'euro, on ne veut surtout pas qu'un pays fasse exploser les compteurs et déstabilise tous ses voisins. Et si vous trouviez ça strict, le pacte budgétaire européen a ajouté une couche avec ce qu'on appelle une vraie règle d'or. Pour les pays qui ont déjà une dette au-dessus de 70%, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, le déficit structurel ne doit pas dépasser 0,5% du PIB. Autant vous dire qu'avec ces contraintes, appuyer sur le champignon de la dépense courante, c'est devenu pratiquement impossible. Les règles Maastricht rendent la relance à l'ancienne hors la loi, ou presque. Alors du coup, on est coincé ? Pas tout à fait, mais le logiciel a changé. On ne distribue plus de chèques à l'aveugle pour booster la consommation de masse. Aujourd'hui, on oppose la simple dépense de fonctionnement à ce qu'on appelle le bon déficit. Le bon déficit, c'est quoi? C'est de l'investissement ultra ciblé. On s'endette, oui, mais pour construire des infrastructures vertes, pour l'éducation, pour des technologies d'avenir. Bref, des dépenses qui vont créer assez de croissance demain pour rembourser la dette d'aujourd'hui. L'État n'est plus juste là pour distribuer du cash, il devient un investisseur stratégique. Ce qui nous amène à une réflexion finale vertigineuse. On fait face à une urgence climatique qui demande des milliers de milliards d'investissements. Mais de l'autre côté, on a ce carcan des règles budgétaires européennes. Alors comment on fait? Est-ce qu'on va devoir réinventer de A à Z notre définition du bon déficit pour sauver la planète sans exploser en vol financièrement? C'est sans doute là que va se jouer l'avenir de la macroéconomie dans les prochaines décennies. Une chose est sûre, la machine est en pleine mutation et on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.